Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet quand même. Ah oui, sur le sotatercept, ça a déjà été posé. Hein. Quels sont les espoirs pour la grossesse avec le sotatercept? On va passer. Attends, il y a quand même un élément de réponse important pour cette question, c'est que le sotatercept est tératogène chez l'animal. Donc ça, c'est important de le savoir. Ce que ça veut dire. Tératogène, ça veut dire que ça provoque des malformations. Donc chez l'animal, on sait que ça provoque des malformations pour le bébé. Donc chez l'homme, ça n'a pas été étudié, mais si on applique le principe de précaution, comme c'est le cas habituellement avec les médicaments, on considère que dans le doute, il y a un risque de malformation pour le fœtus. Donc pour l'instant, clairement, c'est vraiment le principe de précaution qui va prévaloir pour la grossesse sous sotatercept. Et d'autre part, il y a des éléments qui font penser que ça diminuerait aussi la fertilité chez la maman. Donc voilà, 2 éléments de réponse pour dire que c'est pas si simple que ça. Parmi les autres médicaments, il y en a d'autres, des médicaments spécifiques de l'HTLP qui pourraient être tératogènes? Oui, il y a beaucoup de médicaments qui sont tératogènes. Tous les antagonistes des récepteurs de l'endothéline ne peuvent pas être utilisés. Les prostacyclines par voie injectable ne sont pas tératogènes, que ce soit le tréprostinil en sous-cutané ou l'époprosténol, le Bélétri. Le Selexipag est tératogène aussi. Donc vraiment, les 2 seules classes thérapeutiques qui peuvent être utilisées au cours d'une grossesse, c'est les inhibiteurs de PDE5, soit le sildenafil, soit le tadalafil, et puis l'époprosténol, le Bélétri, le Romodulin, tréprostinil. Du coup, il y a une question qui n'est pas écrite, mais que j'ai quand même envie de vous poser, parce qu'on sait qu'un diagnostic peut survenir au décours d'une grossesse, donc on n'a pas eu la recommandation de faire attention avant. Comment vous faites dans ce cas-là? Quelle décision vous prenez avec la patiente? Si la grossesse est en cours? Oui. La personne est diagnostiquée alors qu'elle est enceinte. Le plus souvent, dans cette situation-là, l'hypersurréalité pulmonaire est découverte assez tardivement pendant la grossesse. Souvent, c'est au début du 3e trimestre, puisque c'est en règle générale là que les modifications qui sont induites par la grossesse sont les plus importantes. Et donc les conséquences sur le cœur sont aussi les plus importantes. Et donc les manifestations, en règle générale, apparaissent souvent au cours du 3e trimestre. Donc en général, c'est assez tardivement, et donc il est clair que dans ces situations-là, il faut poursuivre la grossesse, puisque on arrive tardivement, donc en règle générale, il n'y a pas de possibilité d'envisager une interruption de la grossesse, et auquel cas, on débute des traitements, alors de l'origine et du type d'hypertension pulmonaire. En règle générale, le plus souvent, c'est des hypertensions pulmonaires idiopathiques, ou familiales éventuellement. Et donc, en règle générale, si la situation est préoccupante, on va débuter un traitement par époprosténol intraveineux et sildenafil et tadalafil, et puis poursuivre la grossesse, et également, en règle générale, envisager éventuellement un projet de transplantation d'emblée. Le plus souvent, ce sont des patients qui sont jeunes, qui n'ont pas d'autres maladies, donc le projet de transplantation peut être envisagé et la découverte de la grossesse. Et donc la grossesse doit être suivie extrêmement régulièrement avec vraiment une prise en charge dans un centre qui est en mesure d'assurer une prise en charge à la fois pour la maman mais aussi pour le bébé, avec une réanimation et la possibilité éventuellement de pouvoir mettre en place une assistance, parce que la période la plus critique en règle générale c'est la période qui suit immédiatement l'accouchement, puisque au moment de l'accouchement, il y a beaucoup de modifications hémodynamiques. L'utérus va involuer, c'est-à-dire qu'il va retrouver sa taille initiale, et donc il va y avoir beaucoup de sang qui va venir au cœur, et souvent c'est une période qui est particulièrement mal supportée par le cœur, et donc ça peut conduire à une défaillance du cœur et menacer la vie de la maman. Donc c'est vraiment les premiers jours qui suivent sont les jours les plus critiques, et donc il est très important d'avoir vraiment anticipé au maximum, d'avoir été en mesure, au moment de l'accouchement, d'avoir une assistance circulatoire si besoin, et parfois d'envisager un projet de transplantation si la situation le nécessite. Voilà. Alors, parfois, les choses se passent bien, heureusement, c'est-à-dire grâce au traitement, les choses se passent bien, et il est vrai que parfois, on observe, donc, quand tout se passe bien, que les personnes ont été sous époprosténol tadalafil, quelques mois après, 6 mois, 12 mois après, on voit une amélioration de l'hypertension artérielle pulmonaire,
si on a passé cette période critique, et parfois on peut un peu réduire les traitements. Et voilà, donc c'est des situations qui sont à chaque fois différentes, et donc voilà, il ne faut pas faire de généralité, hein, mais voilà comment on peut un petit peu résumer ce type de situation qu'on rencontre à peu près, hein, c'est des situations qu'on rencontre 3 ou 4 fois hein, par an en France, hein, donc c'est quand même pas fréquent. Et c'est une césarienne? Alors oui, tout à fait. Hein, donc l'accouchement, c'est un accouchement qui doit être programmé hein, par césarienne. On est obligé d'envisager l'accouchement un petit peu avant le terme pour éviter qu'il y ait un accouchement prématuré et que l'accouchement ne se passe pas dans des conditions où toutes les équipes sont réunies et peuvent intervenir rapidement. Donc en règle générale, l'accouchement il est programmé à la 34e semaine d'aménorrhée, hein, c'est-à-dire 32 semaines de grossesse. Là, ça permet que toutes les équipes soient sur place, que l'appareil d'assistance circulatoire soit là, que l'équipe de Marie-Lalonde soit là, que toutes les équipes soient réunies. Hein, parce qu'on est obligé d'envisager bien évidemment le scénario le plus péjoratif, on va dire. Et donc, effectivement, hein, on prévoit une césarienne à ce terme-là. Alors, à t'entendre la situation de la patiente imaginaire qu'on a en tête, mais ce sont des cas qui ont pu exister, que vous avez déjà rencontrés, on peut comprendre que le sujet soit complexe et qu'en effet, on demande aux jeunes femmes, les femmes en âge de procréer, en tout cas, on leur recommande de ne pas tenter de grossesse. Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir l'impression que les médecins dans certains pays sont moins frileux sur le sujet, sans vouloir vous vexer, mais parlent plus facilement du sujet? Est-ce qu'en France on est particulièrement prudent? Est-ce que c'est juste la bonne marche à suivre? Est-ce que dans d'autres pays on est moins responsable? Alors, je pense qu'il faut être prudent, ça c'est toujours important. On peut peut-être rappeler certains chiffres hein, qui sont importants, qui sont durs à entendre, mais qui sont importants. C'est que les données maintenant hein, qui sont largement publiées sur l'expérience qu'on a dans le monde de la grossesse au cours d'une hypertension artérielle pulmonaire, la mortalité, elle reste élevée, hein, c'est de l'ordre de 10 à 12%. Hein, il n'y a aucune autre maladie hein, qui expose à un risque aussi élevé de décès maternel. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça. Après, je crois qu'on n'est pas, on est tout à fait à l'écoute hein, des patients, on est toujours à l'écoute des patients. C'est des sujets qu'on aborde. Hein. Je crois que c'est normal, à la fois au moment du diagnostic, mais aussi au cours de l'évolution de la maladie. Et régulièrement, c'est des questions qu'on nous pose. Hein. Donc je ne pense pas qu'on soit plus frileux hein, que d'autres équipes. Peut-être qu'on a une façon différente d'aborder les choses, mais en tout cas, on est là aussi pour accompagner les patientes. S'il y a un choix de grossesse, ce choix doit être respecté, hein, après qu'il y ait une information qui soit parfaitement claire concernant les risques. Et si le projet de grossesse est vraiment souhaité, les équipes hein, vont bien évidemment faire le maximum pour que la grossesse se passe bien. Hein. Voilà. Alors après, il y a quelques exceptions. C'est vrai qu'il y a des situations où peut-être que la grossesse peut être envisagée avec un petit peu plus de sécurité. On va dire qu'il y a 3 situations où on peut finalement aborder relativement sereinement un projet de grossesse. C'est dans le cas d'hypertension artérielle pulmonaire qu'on appelait répondeuse ONO, hein, c'est-à-dire une forme très rare, hein, qui moins de 10% des personnes, chez qui on peut utiliser des inhibiteurs calciques et qui ont vraiment une évolution complètement différente des autres formes d'hypertension artérielle pulmonaire, avec parfois des pressions qui vont être normales avec ces traitements et un cœur qui va fonctionner normalement. Dans ce cas-là, on a eu plusieurs grossesses hein, menées dans cette situation-là, et c'est vrai que dans cette situation-là, le risque est probablement peu important. Autre situation où on a été amené aussi à accompagner des patientes pour des grossesses, c'est dans le cadre d'une hypertension pulmonaire thrombolique chronique, lorsqu'il y a eu une intervention, une opération pour l'artériectomie pulmonaire, l'angioplastie pulmonaire, et qu'on a pu avoir un très bon résultat, c'est-à-dire que les pressions sont revenues à un niveau normal, on a aussi accompagné des grossesses dans ce cas-là. La dernière situation, qui est un peu plus complexe, c'est par certaines
maladies du système immunitaire, certaines maladies auto-immunes comme le lupus parfois, répondent très bien au traitement. Et si le lupus est complètement éteint et que la personne a parfaitement bien répondu au traitement, parfois on a des personnes qui ont normalisé aussi leur hémodynamique et on a eu aussi des grossesses dans ce cadre-là. Donc vraiment dans des situations extrêmement précises, c'est vrai que ce sont des choses qu'on aborde. Donc il ne faut pas hésiter en tant que patiente à poser la question aux médecins qui s'occupent de vous. Et puis on est là aussi à Bicêtre éventuellement, hein, si en recours, hein, s'il y avait des réponses qui ne pouvaient pas être données par l'équipe hein, d'un autre centre. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qu'il ne faut pas hésiter à aborder. Et il vaut mieux vous en parler plutôt que tenter... Oui, tout à fait. Ça, c'est la pire des situations, c'est effectivement de ne pas en parler, hein, de se dire, ben, voilà, je veux absolument mener une grossesse, et puis, voilà, parce qu'il y a des conséquences quand même, hein, ça peut nécessiter des modifications thérapeutiques, voilà, et puis ça nécessite absolument qu'il y ait un suivi extrêmement étroit hein, pendant toute la durée de la grossesse. Et puis voilà, il ne faut pas oublier que quand l'hypertension pulmonaire n'est pas parfaitement bien stabilisée, il y a un vrai risque vital pour la maman qu'il ne faut pas oublier. Hein, donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, on va un tout petit peu changer de sujet, parce que maintenant, on va parler plutôt des femmes qui commencent à ressentir les symptômes de la ménopause, les désagréments de la ménopause. Est-ce qu'une femme qui a une HTAP peut bénéficier d'un traitement hormonal substitutif? Alors c'est une bonne question. Il faut savoir que de la population générale, maintenant, les traitements hormonaux substitutifs ne sont plus recommandés parce que même chez quelqu'un qui n'a pas de maladie, ça va augmenter le risque thromboembolique notamment, le risque d'AVC et aussi le risque de cancer du sein. Donc même en dehors d'une situation d'HTAP, ces traitements ne sont pas recommandés, même s'ils sont efficaces sur les symptômes de la ménopause. On a plutôt tendance à dire que ce n'est pas recommandé. Donc ce serait plutôt non. Alors bien sûr, à rediscuter avec le gynécologue. Nous, on n'est pas gynécologue, mais même chez des sujets sans hypertension pulmonaire, maintenant, les gynécologues sont de plus en plus frileux à recommander ces traitements. D'accord. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour... là encore, vous allez me dire que vous n'êtes pas gynécologue, mais est-ce qu'on peut envisager une solution pour plus avoir ces règles et éviter la ménopause? Est-ce que par exemple on pourrait retirer l'utérus? Alors, retirer l'utérus, effectivement, n'aurait plus ces règles. Le lien avec la ménopause, c'est en fonction des ovaires. Si les ovaires sont fonctionnels, il y aura toujours une activité et donc il n'y aura pas de ménopause tant que les ovaires fonctionnent. Il y a des choses moins radicales qu'on peut envisager, notamment avec les gynécos. Il y a des pilules qui sont progestatives, qui peuvent être prises en continu. Alors ça, évidemment, je vous invite à vous rapprocher des gynécologues pour faire ça, mais c'est quand même moins radical que retirer l'utérus. Et il y a les dispositifs intra-utérins, bien sûr. Merci. Est-ce qu'on peut envisager, on est revenu un petit peu quand même sur la question de la grossesse, peut-on envisager la congélation des ovocytes comme pour les patients ayant un cancer? Si oui, est-ce que c'est pris en charge? Alors, c'est une bonne question, une question légitime, mais il faut savoir que la congélation des ovocytes, c'est pas si simple que ça, parce que ça nécessite de faire une stimulation ovarienne avant de pouvoir prélever les ovocytes et de pouvoir les conserver. Et cette stimulation ovarienne, elle va être risquée en cas d'hypertension pulmonaire, et avec notamment un risque thromboembolique qui va être accru, mais pas uniquement, aussi un risque cardiovasculaire accru au moment de cette stimulation ovarienne. Et donc, ce n'est pas des situations qui sont recommandées. Alors, évidemment, au cas par cas, ça peut se discuter, mais d'une manière générale, on va plutôt dire que ce n'est pas recommandé, et donc, ce n'est pas remboursé non plus, tu voulais ajouter? On a eu quelques cas d'aggravation en fait, de l'hypertension pulmonaire au moment de stimulation ovarienne. On a au moins 2 patientes qui ont eu une stimulation ovarienne et qui ont aggravé leur hypertension artérielle pulmonaire. Il y a un effet des hormones, probablement. Il y a un rôle possible dans la maladie, un rôle des estrogènes. Donc voilà, donc on a 2 cas au moins d'aggravation de l'hypertension artérielle pulmonaire après stimulation ovarienne. Donc il faut être extrêmement vigilant avec ça. Merci.
semblerait que l'époprosténol favorise l'acné, notamment celle qui est liée au cycle féminin. Comment est-ce que ça s'expliquerait? Alors, l'explication, ça serait en rapport avec l'augmentation de la vasodilatation et une augmentation de l'inflammation locale. C'est ça les explications qui sont retrouvées pour expliquer cette acné. Et effectivement, certains traitements peuvent potentialiser les effets secondaires. On a dit tout à l'heure que quelqu'un qui va recevoir du sotatercept en plus des prostacyclines, ça pourrait éventuellement majorer les effets secondaires. Mais c'est vraiment l'effet vasodilatateur qui est la cause principale de cette acné, avec une fluctuation en rapport avec le cycle hormonal, effectivement. Est-ce que... alors là, ça va être des questions plus sur la sexualité, ou en lien avec la sexualité. Est-ce que les traitements de l'HTAP peuvent entraîner, à votre connaissance, une sécheresse vaginale? Alors, quand on regarde dans le Vidal, c'est pas listé parmi les effets secondaires rapportés, mais si on regarde bien, il y a des sécheresses des muqueuses, notamment buccales, qui sont rapportées avec certains traitements de l'HTAP. Donc on pourrait imaginer que les muqueuses ne sont pas uniquement buccales, mais qu'on aurait également une sécheresse vaginale induite par certains médicaments. C'est vrai pour les antagonistes des récepteurs d'endothéline, c'est vrai également pour les prostacyclines, donc oui, ça pourrait être un effet secondaire. Alors on sait, là c'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation, mais on sait que les patients rapportent, je ne sais pas si vous les rapportent à vous, mais en tout cas ils les rapportent dans les groupes, etc., ou quand les gens se parlent entre eux, des difficultés d'ordre sexuel ou de vie intime, ou bien ne serait-ce que pour rencontrer une personne de l'autre sexe ou non d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça vous arrive en fait d'envoyer les personnes vers un sexologue par exemple, ou un psychologue dans le cadre de ce type de problématique pour pouvoir arriver à les aider à passer le pas? Les troubles de la libido, c'est fréquent dans toutes les maladies chroniques, pas uniquement l'hypertension pulmonaire, c'est souvent multifactoriel, ça peut être lié à des effets secondaires des traitements, mais également l'anxiété qui a une part vraiment très importante et pas uniquement. Donc c'est vraiment une prise en charge qui va être multifactorielle par rapport à ça. Alors nous, dans notre centre, on n'a pas de sexologue avec qui on travaille main dans la main, mais c'est une piste effectivement qu'on envisage pour la suite parce que c'est une problématique importante. Tu nous demandais si les patients nous en parlaient, je pense que c'est sous-déclaré. On a des patients qui abordent cette question avec nous, mais ce n'est pas systématique. Peut-être que les patients sont plus à même d'en parler dans les forums parce qu'ils se sentent plus libres, mais en tout cas, on est tout à fait ouvert pour discuter de ces sujets-là en consultation. C'est peut-être plus simple quand on est deux dans un bureau que quand on est dans une grande assemblée comme ça, mais effectivement, il faut en parler parce que si nous, on n'est pas informés qu'il y a une gêne par rapport à ça, c'est sûr qu'on ne va pas forcément être proactif sur le sujet, donc il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. Et puis après, nous, on a des filières pour en discuter, notamment avec les gynécos s'il y a besoin de faire des choses. La sécheresse vaginale, par exemple, pour en parler tout à l'heure, il y a des choses très simples, les lubrifiants, il ne faut pas hésiter à utiliser ça, parce que si ça améliore le confort, le ressenti sera meilleur, la libido sera meilleure également. Donc c'est important de prendre tout ça en compte et pas uniquement des choses vraiment purement matérielles et de traitement. Il faut envisager le patient dans sa globalité, notamment si ça fait partie vraiment d'un confort de vie. Merci. Peut-être qu'on peut rajouter, Mélanie, qu'il y a un projet, vous avez eu une discussion avec David sur une... Mais tu veux bien ne pas anticiper sur le sujet. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que ça va dans la continuité. C'est important. Je te laisse en parler tout à l'heure. Alors, pour les adultes, moi, j'ai pas d'autres questions liées à ces thèmes-là. Je ne sais pas si tout a été bien retranscrit dans les questions que les uns et les autres ont pu nous envoyer, sinon n'hésitez pas. Et ensuite, je vais questionner Julien, parce que c'est pas parce qu'on est en pédiatrie qu'on ne parle pas de sexualité, de contraception ou de grossesse. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment, comment on parle de ces questions avec les enfants, les jeunes? Alors, chez les adolescents et adolescents, on en parle dès le diagnostic, notamment parce qu'on sait que les menstruations, quand elles sont trop abondantes, ça peut donner de l'anémie et ça favorise la maladie plus importante.
Et ensuite, pareil, alors à Necker, c'est toujours pareil, Pardon, à Necker, c'est toujours pareil, enfin, on a la chance d'avoir plusieurs spécialistes, et donc on a des gynécologues pédiatriques à qui on oriente nos patients très rapidement, notamment pour les traitements de progestatifs. Et ensuite, pour tout ce qui est question de grossesse, c'est pareil, c'est des diagnostics, je pense, parce que bon, après, c'est toujours pareil, hein, être adolescente, avoir une maladie chronique, et savoir si on veut un enfant ou pas dans la vie, c'est quand même beaucoup, moi je trouve, et c'est très difficile. Mais on dit que voilà, la grossesse est potentiellement contre-indiquée, sauf sous certaines formes dont a parlé Xavier, et on parle de contraception très tôt, parce qu'il faut en parler. On fait souvent sortir les parents, parce que voilà, et après on les fait revenir, et puis on en parle aussi avec les parents et l'adolescent ou l'adolescente avec son accord, bien sûr. Mais donc oui, on en parle très rapidement, et on adresse à nos collègues gynécologues pédiatriques aussi dès le début des règles, en fait, parce qu'il faut que ce soit contrôlé pour éviter l'anémie, notamment. Voilà. Merci. Et on n'a pas de sexologue, mais on a plusieurs psychologues par contre qui peuvent s'adresser à ces sujets, et après bien sûr on dit aux patientes et aux patients de ne pas hésiter à nous en parler, même si bon, parler de sexualité adolescente déjà quand on n'a pas de maladie chronique c'est pas facile, donc forcément on n'a peut-être pas envie d'en parler à son médecin. Est-ce que sur le sujet de la pédiatrie, enfin, les questions grossesse, contraception, il y a quelque chose. Oui, on a fini, je pense. Il n'y a plus de questions sur cette thématique. Merci, merci beaucoup. Vous allez recevoir aussi votre extraction.